Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Zitata pour notre émission FOM, la seule émission non mixte du paysage audiovisuel martiniquais. Mais nous parlons de tout. On va parler aujourd'hui de femmes, de féminisme, d'illettrisme, du métier d'avocat. On va parler d'auteurs, de littérature. Voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes sur Zitata, restez avec nous. Femme, 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 À chaque fois que j'entends le générique de FOM, je suis contente, j'ai le sourire et je suis chaque fois avec des femmes géniales qu'on va apprendre à découvrir, mesdames, ensemble. Alors, l'idée, le principe, donc chaque fois je reçois 2 femmes et puis on parle de votre parcours et à travers votre parcours, on va aborder des thématiques. Donc j'ai un petit peu défloré le sujet en pré-générique, mais je pense que c'est pas prévu, vous faites le même métier. Oui. Et vous avez, j'ai envie de dire, le même hobby, parce que votre cœur de métier, c'est métier d'avocat ou d'avocate. Et toutes les deux, vous avez décidé d'écrire. Voilà, donc à ma gauche, Catherine Marceline, bonjour, bonsoir. Bonsoir Barbara. Et à ma droite, Isabelle Facelina Chaumet. Bonjour Barbara. Alors quand je t'ai invitée Isabelle, je ne savais pas que tu étais avocate, puisqu'on s'est parlé d'abord de l'ouvrage que tu vas nous présenter. Oui. Et voilà, il se trouve que vous connaissez. Ben oui. Donc vous pouvez vous dire tu, hein. Oui, absolument. Avec plaisir. Donc j'ai dit que vous étiez avocate toutes les deux, mais ça ne vous définit probablement pas uniquement. Catherine. Ah non, pas du tout. En fait, c'est un aspect, je dirais, de ma vie, de ma personnalité. Mais heureusement, ça n'est pas que ça. Et c'est vrai que ça correspond à un besoin chez moi de défendre à un moment donné, c'est vrai, de prendre la voix de celui ou de celle qui ne peut pas. De celui ou de celle qui n'a pas de voix, comme disait le poète. Voilà, absolument. Et en tout cas, qui ne sait pas forcément comment dire ce qu'il a à dire. Et c'est vrai que c'est très important. Et cette capacité à pouvoir porter la voix, je la mets aussi au service des causes que je défends et notamment de celles qui me sont chères. Quand on parle des femmes dont on ne parle plus malheureusement et qui ont pourtant contribué à faire ce que nous sommes aujourd'hui. Puisque tu as écrit notamment un ouvrage sur Christiane Edapierre. Et tu as créé une association donc, qui milite pour l'entrée de Paulette Nardal au Panthéon. Absolument. Donc Christiane Edapierre, c'est ma première biographie. C'est une femme qui est une cantatrice, soprano. On va en parler largement tout à l'heure. Voilà. Bon, non. Et donc elle a une famille prestigieuse et sa tante est Paulette Nardal, dont effectivement je parle beaucoup aussi pour avoir créé une association qui demande son entrée au Panthéon. Et tu as découvert Paulette Nardal, tu la connaissais avant d'enquêter sur Christiane Edapierre? Alors je la connaissais parce que elle est à Fort-de-France présente puisqu'elle a une place qui porte son nom et donc dans mon enfance j'ai eu l'occasion d'en entendre parler, mais sans jamais approfondir tout son parcours et toute sa contribution. Et c'est en travaillant sur la préparation de la biographie consacrée à Christiane Edapierre que j'ai appris, compris, réalisé, mesuré tout ce qu'elle avait apporté et que j'ai eu envie de faire un travail plus poussé. On va y revenir plus largement tout à l'heure. Et donc Isabelle Facelina Chaumet, donc toi tu viens nous parler de ton livre, mais pas seulement, tu es aussi avocate. Alors j'ai été avocate, voilà, j'ai exercé pendant 15 ans au barreau de Fort-de-France en droit du travail et depuis 3 ans, je me consacre à une grande cause, celle de l'illettrisme. À travers non seulement cet ouvrage, mais à travers des actions aussi? Oui, des conférences, des ateliers, principalement à destination des ultramarins, mais bon, l'illettrisme, c'est une grande cause nationale et internationale. Ça a été une cause en 2013, il me semble? Voilà. C'était en 2013? En 2013. C'est pas cette année? Non, en 2013, par contre, cette année, c'est la lecture. D'accord. Depuis juin 2021, oui. Ok, donc on va revenir aussi. L'illettrisme, c'est une notion un peu complexe. Illettrisme, analphabétisme, tu vas nous dire la différence, mais je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur votre métier quand même si tu n'es plus avocate. Oui. Et je voudrais rebondir sur ce que disait à l'instant Catherine. Tu voulais donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix, en tout cas qui ne peuvent pas se défendre. C'est un drôle de métier quand même, celui d'avocat. Mais tellement passionnant. Pourquoi c'est passionnant, Damien? Parce que déjà, voilà, c'est ce que me disait ma consoeur, on défend, on porte la voix de ceux qui ne peuvent pas. Je le fais aussi à travers l'illettrisme, mais dans le cadre de mon métier, j'ai eu à défendre tant les salariés que les employeurs. C'est passionnant, vraiment. Est-ce qu'il y a des causes? Alors, pour ceux qui nous regarderaient, les jeunes, par exemple, qui voudraient faire ce métier-là, donc c'est quoi le cursus? C'est des études de droit?
Dis-nous en quelques mots, là. Alors, des études de droit, oui, on peut ne pas commencer par cela. Moi, j'ai fait des études de gestion et d'économie. Et ensuite, alors, pour la petite histoire, ma mère est avocate et j'avais toujours dit je ne serai jamais avocate. Bon, voilà, donc j'ai commencé des études d'économie et de gestion. Et puis en cours de route, je suis tombée sur un prof de droit qui m'a donné envie de faire du droit. Et donc du coup, Ici ? Non, à Paris. C'était qui ? C'était Alain Gauzy. D'accord. Voilà, donc du coup, j'ai suivi un cursus parallèlement en droit et donc je suis retournée à la Martinique quelques années après pour être avocate, associée avec ma mère. Et effectivement, c'est un parcours qui peut être d'abord de droit, mais pas forcément. On peut très bien à un moment donné décider qu'on en a envie et puis on rebondit ensuite sur une université de droit. Mais ce qui est enrichissant, c'est qu'effectivement, quand on a un parcours qui est différent à l'origine, on amène ça en fait. C'est une spécialité, quoi. C'est voilà. la case métier ou la couche métier que tu rajoutes. Absolument. Donc, à ta technicité. Alors, moi, j'ai commencé effectivement par le droit des affaires et après, j'ai découvert le droit pénal. Et là, vraiment, je crois qu'on prend la mesure de ce qu'est le métier, la profession, quand on plonge dans ce qui est vraiment tout ce qui est l'humain. Et le droit pénal, alors, toi, c'est le droit du travail. Droit du travail, oui. Qui est aussi, on est au cœur de la société. En fait, Oui. ces métiers-là, ce sont des métiers qui sont au cœur de la société. Oui, on voit les travers de la société, les fragilités de la société, la violence de la société. C'est vrai, hein, on touche à tout. Et le dialogue social, par exemple. Exactement. Oui, vraiment. Les relations entre employeurs, entre salariés aussi, et puis culturellement aussi. Il faut rentrer dans... Tu n'as jamais fait de droit pénal, toi, Isabelle ? Non, vraiment du droit du travail pendant 15 ans. D'accord. Et au bout d'un moment, tu en as eu assez ? J'en ai pas eu assez, mais j'avais envie d'autre chose. Parce que c'est un métier que j'ai porté pendant 15 ans avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, vraiment. J'ai juste eu envie de rentrer dans cette cause de l'illettrisme et d'être impliquée totalement. D'accord. Donc tu disais, je t'ai peut-être interrompu, donc il y a cette couche métier qu'on peut ajouter, mais il faut passer un concours, non ? Ah oui, il y a un examen à passer, il y en a plusieurs. Il y a le CAPA, qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat à passer, il y a des stages, et puis il y a des spécialités à avoir pour certains, s'ils le souhaitent, qui peuvent être extrêmement pointues. Aujourd'hui, on peut effectivement faire du droit pénal, mais quand on va se spécialiser, par exemple, en droit pharmaceutique, ça peut être très pointu, en aéronautique aussi. Donc, tout dépend de ce que l'on veut faire, mais c'est vrai que le champ du possible est extrêmement large. Est-ce qu'il y a des métiers, alors les jeunes, quand on leur demande, il y a beaucoup de jeunes qui veulent être avocats, ils disent droit des affaires, parce qu'ils ont certains identifié qu'on gagnait bien sa vie, c'est vrai ou pas ? Ça dépend. Enfin, je pense que objectivement, on peut avoir des professions, enfin en tout cas des spécialités où on gagne très très bien sa vie et en même temps avec des confrères qui galèrent. Oui. On va être très clair là-dessus. Aujourd'hui, il y a très très peu de confrères qui peuvent dire qu'ils sont multimillionnaires. Il y en a qui, en pénal, par exemple, il y a les ténors du barreau. Il y a des ténors du barreau, que ce soit à Fort-de-France ou ailleurs, mais il y a aussi des confrères qui sont à la garde pénale pendant des semaines et des semaines, qui sont commis d'office, pour qui ça peut être assez compliqué de jongler, de pouvoir aller sur une garde à vue un jour à Basse-Pointe et puis ensuite redescendre sur le Marin. Donc c'est pas toujours aussi, je dirais, glamour qu'on le présente parfois dans des séries. Il y a des réalités, économiques et de gestion et qu'il faut vraiment prendre dès le début, sinon c'est compliqué après. On a l'impression que l'actualité, ces jours-ci en tout cas, depuis 2-3 ans, avec les questions de couleur d'école, les questions de groupes qu'on dit activistes, etc., qu'on est dans une actualité très judiciarisée ou très judiciaire. Est-ce que vous avez le sentiment que les Martiniquais sont des gens un peu procéduriers ? J'ai entendu ça des fois. Est-ce que ce sont des gens procéduriers, des gens qui vont aller devant la justice pour un oui, pour un non ? Alors, si je dois parler de ma spécialité, oui, je pense qu'on peut le dire, dans les deux sens d'ailleurs, côté employeur comme côté salarié. Alors, heureusement, l'avocat aussi est là pour donner des conseils et pour arriver parfois à une transaction avant d'aller jusque devant le tribunal. Moi, je pense que les gens ont beaucoup envie et besoin d'être entendus et que malheureusement, dans la plupart des cas, ils estiment que devant le tribunal, ils pourront être entendus. Mais ce n'est pas l'espace du tribunal. C'est-à-dire que le temps qu'un juge peut consacrer à l'écoute d'un justiciable est vraiment dérisoire, voire à certains moments pas possible. Donc, le Martiniquais procédurier, peut-être, en tout cas, il a besoin d'être écouté parce qu'il y a des choses qu'il estime qui devraient être réglées. Moi, je crois, et on avait évoqué cela aussi, qu'il y a d'autres possibilités comme la médiation. Je suis moi-même devenue médiatrice et je crois qu'on a des possibilités aujourd'hui de pouvoir régler
un certain nombre de conflits avant qu'il n'arrive au tribunal, parce que le tribunal n'est pas forcément la réponse. Il est engorgé, quoi. Il y a un problème de... Alors, il est engorgé, et on va pas se mentir, aujourd'hui, il y a un écart qui se creuse entre ceux qui vont véritablement avoir les moyens de payer une défense avec des avocats compétents, pointus, qui vont faire des recherches et qui vont évidemment facturer des honoraires. Il y a des inégalités, c'est ce que vous avez... Et puis ceux qui n'auront pas les moyens et qui vont avoir des avocats qui auront peut-être moins de temps ou de capacité de chercher. C'est une réalité, on ne va pas se mentir. Donc, non, mais il y a la question de l'accès au droit aussi. Il y a un effort, il y a une priorité qui peut être donnée à cela. Vous êtes plutôt dubitative et mitigée. Je suis lucide aujourd'hui. C'est comme pour l'accès à la santé. Il y a des gens qui auront les moyens de prendre un billet d'avion, aller se faire soigner à Paris, en Belgique ou ailleurs. Sur des spécialités pointues. Puis il y en a qui n'auront pas les moyens. Même si quand même on peut se faire soigner quand même en Martinique. Logiquement, on est dans un des meilleurs systèmes de santé au monde puisqu'on rentre dans un hôpital et on peut se faire soigner. Mais pour la justice, c'est clair que le besoin qu'il y a, c'est vraiment un besoin d'écoute. Et malheureusement, ce n'est pas l'espace. Donc, il faut développer l'espace d'écoute. De médiation. Il faut développer d'autres, je dirais, stratégies. Et on y arrive, c'est ça? On y arrive? Timidement, et je dois dire que de mon expérience, c'est un peu les confrères qui peinent à s'y mettre parce qu'ils ont un peu peur de perdre leur pouvoir et leur toute puissance vis-à-vis du client. Je le dis, je mets les pieds dans le plat, mais j'adore ça. Non, mais on va revenir parce que les questions juridiques, ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup. J'adore ça. Et il y a des points il y a des points particuliers à voir. Ça pourrait fonctionner mieux que ça, Barbara. On va y revenir, parce qu'il y a plein de choses presque anecdotiques, mais qui ont leur importance. Une dernière question quand même sur le rôle de l'avocat, le métier d'avocat, qui est un métier particulier. Est-ce qu'il y a des causes qui sont indéfendables, Isabelle? Non. Toutes les causes sont défendables? Toutes les causes sont défendables. Y compris le serial killer qui aurait tué 40 000 personnes. Après, chaque avocat, on a quand même le pouvoir de refuser certaines affaires. Mais je pense que oui, toute cause est défendable. Je partage et je dirais que même toutes les causes doivent être défendues puisque c'est le fondement de la démocratie. C'est ce qui fait qu'on ne va pas venir vous chercher en pleine nuit pour ensuite vous tuer quelque part sur un bord de route. C'est parce que précisément, la démocratie repose sur ça, sur le droit de tout le monde à avoir une défense. Même et puis sur le droit, tout simplement. Sur le droit, tout simplement. Sur le droit, une ultime question quand même pour Martinique, ça nous amène loin. On ne va pas parler que de votre métier, mais c'est passionnant. Le droit, est-ce que dans notre société, on accepte le droit? La règle, par exemple, la règle est la même. On est dans un système français démocratique où la loi est faite par des gens qui ont été élus, etc. Bon, bien sûr, elle est déclinée, mise en œuvre par des magistrats, par des avocats d'ailleurs. Vous êtes partie prenante. Nous sommes partenaires de justice. Partenaires de justice. Est-ce que le droit s'applique ou l'autorité du droit est la même ici qu'ailleurs, dans d'autres pays? Moi, je pense que oui, et je pense qu'il faut être réaliste quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, et parfois des pays qui sont vraiment juste à côté. Haïti, par exemple, on peut dire qu'il y a quand même un problème sur l'application du droit. En Martinique, vous pouvez décider d'aller dans un commissariat de police pour porter plainte, vous pouvez avoir droit à un avocat qui pourra être commis d'office, vous pouvez manifester, vous pouvez décider de défiler devant une préfecture, devant un tribunal, sans vous faire arrêter parce que simplement vous défilez. Vous pouvez créer une association pour dire que vous défendez telle cause. Donc oui, le droit s'applique. Et c'est précieux. Et c'est absolument précieux et je pense qu'on ne mesure pas à quel point c'est précieux. Bien sûr. Il suffit de faire un petit tour du monde pour voir comment mais on est pas dans aller des très loin. Voilà. Des situations très enviables. En tout cas, voilà, donc on va se revoir pour parler juste de votre métier et de toutes les thématiques liées. Là, je vous propose qu'on s'arrête pour notre première rubrique ou notre deuxième rubrique, Focus. Alors, la rubrique Focus nous amène donc sur un thème qu'on a déjà un petit peu abordé, puisqu'on va parler de Paulette Nardal. Je ne sais pas si vous avez suivi cet événement cette semaine, puisque là, on va dire, on enregistre cette émission donc la semaine du 12 octobre. Et le 12 octobre, c'est le jour anniversaire de Paulette Nardal. Et on a eu la très bonne surprise de voir, vous l'avez vu, le doodle de Google. Oui. Donc c'est en fait, pour un jour, Google, je suppose que c'est au niveau international, se met aux couleurs d'une cause, où là, en l'occurrence, c'était la cause du féminisme très directement à travers Paulette Nardal, que des gens à l'autre bout du monde ont pu découvrir. Donc on va regarder, on va voir donc, ce doodle de Google donc, qui était consacré à Paulette Nardal à l'occasion du 125e anniversaire de Paulette Nardal. Et Paulette Nardal est martiniquaise.
Paulette Nardal donc, a évolué à Paris dans la première moitié du siècle, mais bon, Paulette Nardal est venue aussi après ici, hein, Oui. tout à fait. Et donc on a commencé à aborder ce sujet-là en parlant de sa famille, qui était une famille assez extraordinaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce doodle de Google, donc consacré à Paulette Nardal, que le monde entier, j'imagine un Chinois, un Américain, un Tanzanien, donc découvrant cette femme, c'est qui, et un Martiniquais, oui. Parce que beaucoup de Martiniquais et de Martiniquaises ne connaissent pas Paulette Nardal, donc on commence à peine on parle grâce d'ailleurs à des gens comme toi, Catherine. La chose intéressante, c'est que ce doodle de Google a été réalisé par une jeune Martiniquaise, qui s'appelle Jessica Copette et qui est une jeune femme qu'on va essayer d'avoir dans une prochaine émission, et qui est graphiste, qui a passé de longues années à Melbourne en Australie. J'ai pu échanger un petit peu par WhatsApp avec elle, et qui est aujourd'hui à Amsterdam, et qui a réalisé ces dessins. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Isabelle? Moi, je trouve ça formidable. Vraiment, qu'on soit encore mis à l'honneur à l'international, c'est exceptionnel, vraiment. Elle a un parcours vraiment assez incroyable, et je crois qu'elle a été contactée par Google. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, Catherine. Par Angelica McKinley, qui est la directrice artistique de Google, qui a, elle, entendu parler de Paulette Nardal parce que les Américaines, les Afro-Américaines, les Canadiennes, enfin les féministes, même certaines Africaines, ont entendu parler de Paulette Nardal, étudient Paulette Nardal à l'université, bien plus que les Françaises ou encore les Martiniquaises et les Ultramarines. Et c'est ça le paradoxe, c'est que d'autres ont compris la portée et l'importance de son parcours bien avant nous. Isabelle, tu connais Paulette Nardal? Non, alors j'avoue que je me suis intéressée depuis... Récemment? Oui, vraiment. Tu n'avais jamais entendu parler d'elle? Jamais? Non. Mais oui, mais c'est vrai, si Isabelle ne connaît pas Paulette Nardal, moi j'avoue que j'ai entendu parler de Paulette Nardal depuis de longues années, mais je ne connais pas son histoire. Et son histoire, finalement, on n'en parle que depuis quelque temps en réalité. Pourquoi? Est-ce qu'on peut comprendre cette espèce d'ostracisme, comment dire, d'ignorance peut-être même entretenue, j'ai envie de dire? Oui, moi je pense que clairement entretenu parce que dans l'histoire, dans la genèse de l'histoire, Paulette Nardal, qui arrive à Paris dans les années 20, va être la première étudiante noire en anglais à la Sorbonne. Et elle découvre l'univers des plantations américaines et à partir de là, une prise de conscience sur l'identité noire, avec une volonté, celle de pouvoir redonner de la fierté aux Noirs, mais en n'opposant pas les autres communautés. Ça, c'est une ligne directrice chez elle qu'elle a toujours posée et présentée. Il ne s'agit pas d'opposer les Noirs aux Blancs, il s'agit de dire que les Noirs ont de la valeur et que Black is beautiful. C'était vraiment sa marque de fabrique. À partir de là, elle va recevoir des intellectuels noirs du monde entier. Dans son salon de Clamart. Dans le salon de Clamart. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être du mal à l'imaginer, mais à l'époque, qu'il y ait un rassemblement où autant de Noirs du monde entier se retrouvent, c'était quelque chose d'absolument inimaginable, à tel point que Paulette Nardal et ses sœurs vont faire l'objet de surveillance policière. Donc, elle reçoit des Noirs du monde entier, et notamment des Américains, et des Américains qui sont dans ce mouvement qui s'appelle le Harlem Renaissance, qui est un mouvement qui prend diverses, je dirais, ramifications, les arts, les sciences, la culture, aussi présentation de la beauté, la réalité de la valeur des Noirs. Et donc, elle va traduire des auteurs fondamentaux, et ces traductions, ces travaux, ces articles vont être mis à disposition de toutes les personnes qui passent dans son salon. Et parmi les personnes qui passent dans son salon, il y a Senghor et il y a Césaire. Et Damas, donc le fameux triptyque. Et on comprend bien des décennies plus tard qu'en fait, ils ont puisé leurs informations, leurs connaissances là, dans ce vivier-là, qu'ils ont certes ensuite prolongé, je dirais, ces éléments-là par une revendication politique, mais qu'à la base, tous les trois ont accès à des informations par Paulette Nardal. Et donc, elle est par les écrits qu'elle réalise à ce moment-là, par les personnes qu'elle présente, qu'elle met en relation. Vous avez des Africains, des Haïtiens, des Antillais. Enfin, c'est une pure intellectuelle, quoi. C'est une pure intellectuelle, mais en même temps, avec une volonté aussi d'apporter quelque chose de concret, la fierté d'être ce que l'on est. Et ça, c'est très important. Et donc, elle est vraiment aux prémices de cette négritude. Et le travail qu'elle fait
permet d'arriver ensuite, des décennies après, à l'œuvre de Césaire, à l'œuvre de Cheikh Anta Diop, puisqu'ils sont tous postérieurs à Paulette Nardal. Mais ces hommes-là ont juste oublié de dire d'où ça venait. Et alors, elle a aussi, donc elle a créé la revue du Monde. Elle crée la revue du Monde Noir. Elle a créé donc le Rassemblement féminin. Donc elle est féministe. Alors c'est en plus une femme qui est profondément convaincue de la nécessité de la mise en valeur de la femme. Ah oui. Ça c'est très important. On est des nardaliennes, mesdames. Tout à fait. Absolument. et on est fiers d'être dans cette transmission. Oui. Et là aussi avec une volonté d'être dans le concret, parce que quand elle rentre ensuite, elle sera à la Martinique dans son parcours. Le droit de vote a été accordé aux femmes. Elle dit, mais il faut être concret. Donc, elle organise des convois de voitures pour aller chercher les femmes qui, à la campagne, ne savent pas conduire, ne peuvent pas se déplacer pour aller voter. Donc, c'est une femme qui, certes, intellectuelle, mais aussi avec un côté clairement militant et pratique, pour que vraiment ça ne puisse pas être uniquement qu'une théorie. Alors on note quand même, parce que dans le triptyque, effectivement, de la négritude, il y a Senghor, Césaire, Damas, et d'ailleurs on parle plus d'ailleurs de Senghor et de Césaire que de Damas, mais bon, Damas aussi. Il était là, oui. Oui, mais je veux dire, dans le triptyque négritude, c'est vrai qu'on parle plus volontiers de Césaire, de Senghor, et un peu moins de Damas. Mais Damas était un autre triptyque. Et alors, il est quand même assez étrange d'entendre ou de lire que Césaire disait, oui, mais je suis allé là de temps en temps, quoi. Voire même à certains moments, il a dit, je n'y suis jamais allé. Mais alors pourquoi? C'est vraiment, c'est de la misogynie. C'est de la misogynie. À l'état pur. On ne va pas se mentir. À l'époque, c'était clairement le cas. Donc aujourd'hui, où on est dans le plus politiquement correct, on peut le dire. Alors moi, je pense qu'on peut dire des choses. Ça ne veut pas forcément dire que ça enlève de son travail, de ce qu'il a fait. Mais la réalité, c'était cette extrême misogynie et le fait que donner à Paulette Nardal et à d'autres femmes, je pense à Suzanne Roussy, son épouse aussi, la place, c'était pouvoir avoir des femmes qui étaient reconnues comme existantes, comme ayant une voix intellectuelle, comme ayant une portée politique, éventuellement, et donc forcément c'est des concurrentes. Donc il y avait aussi une volonté de pouvoir maintenir la femme dans dans un rôle totalement secondaire. Ok. On va parler tout à l'heure de ce que tu fais pour que Paulette Nardal entre au Panthéon, mais on va donner la parole avant à Isabelle juste après ce jingle. Voilà, on est toujours sur le plateau de Forme avec deux femmes extraordinaires. On parlait de Paulette Nardal et là, on a Isabelle Fasseline Chaumet qui vient nous parler plus spécifiquement d'illettrisme. Oui. C'est vrai qu'on a abordé ton métier, ton cœur de métier ou ton premier métier. Là, tu as décidé de te consacrer à une cause, un petit peu avec ta mère d'ailleurs. Tu me disais qu'elle est formatrice en illettrisme. Oui. Et vous avez écrit cet ouvrage donc, qui s'appelle « Apprendre ». Pour s'envoler, vas-y, je te laisse. Oui, Apprendre pour s'envoler. Donc, je suis co-auteure avec ma mère, Nicole Anne Parfaite, qui, elle, est formatrice en illettrisme en Martinique depuis plusieurs années. Et en fait, le constat est parti du fait que, généralement, ou la plupart du temps, les apprenants utilisaient des supports nationaux et des supports scolaires, du CP au CM2, en fonction de leur niveau, malheureusement. Et elle, lors de ses formations, s'est rendue compte qu'en faisant des fiches et en faisant référence à notre environnement local, qui est d'ailleurs très riche. Très riche, voilà. La faune, la flore. Les animaux. Sans parler de Paulette Nardal, et des femmes extraordinaires. Ça stimulait l'apprentissage, en fait. Et puis, ça suscitait une émulation et la motivation était au rendez-vous, en fait. Donc, elle faisait des fiches. Et je lui ai dit, mais ces fiches, elles sont formidables, mais il faut les rendre accessibles au plus grand nombre, en fait. Tu peux voir. Bien sûr. Donc, on va montrer l'ouvrage, si les garçons me laissent à l'antenne. Donc, voilà. Et donc, il y a des fiches. Alors, voilà, l'idée est partie de ces fiches. Des tableaux de son, par exemple. Voilà. Tu peux nous décrire. Alors, c'est quoi la méthode, du coup? Alors, attends. Première chose, définition de l'illettrisme. Oui. C'est quoi la différence entre illettrisme et analphabétisme, par exemple? Oui, alors, les personnes en situation d'illettrisme ont été scolarisées. Et elles sont sorties du système scolaire pour différentes raisons. Trop tôt? Trop tôt. Voilà, des raisons personnelles, professionnelles, de santé, ça dépend. Ce qui les différencie des analphabètes qui, eux, n'ont jamais été scolarisés, n'ont jamais appris à lire et à écrire. D'accord. Donc la différence est notable. Donc l'illettrisme, c'est la difficulté donc, à lire, à écrire, et donc qui se manifeste généralement chez les adultes.
Oui. Et donc, c'est un frein, l'illettrisme. Si vous ne savez pas lire, vous avez du mal. Toutes les situations sociales où on est dans l'interaction, c'est compliqué. Tout à fait, à tout niveau en fait. Professionnellement, personnellement, je veux dire, la mère de famille, on est aussi dans une société, culturellement, malheureusement, beaucoup de familles monoparentales, avec des mamans qui ont du mal à accompagner leur enfant dans leur scolarité, par exemple. Les salariés qui ont du mal à progresser dans leur poste. En fait, et ça crée de la frustration. Oui. Alors la difficulté quand même dans notre pays, c'est que l'illettrisme a atteint un niveau quand même extraordinairement élevé. Oui. La moyenne nationale, c'est 7%. Nous, on est à 14%. On est à 14% et les statistiques datent de 2014. Alors 14% déjà, ça représente 35 000 personnes, mais vraiment nous sommes en deçà de la réalité. Ouais. Alors dis-moi, parce qu'à l'époque, moi j'ai jamais fait mon service militaire, mais à l'époque il y avait le service militaire qui permettait de repérer ces situations-là. Oui. Le service militaire n'existant plus, comment on fait pour repérer les illettrés? Alors c'est difficile parce qu'ils mettent en place ce qu'on appelle... oui, c'est difficile parce qu'ils mettent en place ce qu'on appelle les stratégies de contournement, justement pour ne pas être démasqués, notamment dans le milieu professionnel. Vous verrez souvent qu'ils ont oublié leur stylo, ils ont oublié leurs lunettes, ils sont absents aux réunions. Vous voyez, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on parle de fléau silencieux. Mais oui, parce qu'on imagine la personne qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à écrire, la douleur que c'est, parce que tous les jours, ça se répète dans le milieu professionnel. Il faut, effectivement, on est dans des situations. Oui. Et ces gens-là, donc ta méthode, c'est une méthode concrète. Parle-nous un petit peu de ce que tu as. Oui, alors c'est une méthode progressive. C'est une méthode progressive. Alors, on a commencé, la plus grande partie est dédiée à l'abécédaire, parce qu'il faut revenir aux bases, en fait. On s'est rendu compte qu'avec la plupart des apprenants, il faut revenir à l'abécédaire. Donc, comme je l'ai dit, la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il fait référence donc à des termes de chez nous. Voilà, avec le D, ça va être Dachine, Y, ça va être Yole, et tout tournera autour de ça. Et puis, la deuxième particularité, on s'est rendu compte que, évidemment, l'estime de soi est essentielle à la progression de chacun, et aussi aux personnes en situation d'illettrisme. Donc, on a inséré tout au long de l'ouvrage, vous voyez là, chaque page. Rendez une personne heureuse chaque jour, même si c'est vous-même. Voilà. Donc c'est un peu de développement personnel. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. C'est pour ça qu'on a mis apprendre, c'est aussi s'aimer. Et est-ce que vous recourez au créole dans l'apprentissage? Parce que là, il y a le contexte, la faune, la flore, l'environnement martiniquais créole, caribéen. Mais est-ce que le créole, je vais peut-être dire une bêtise, est-ce que dans le phénomène de l'illettrisme, il y a aussi la difficulté de naviguer d'une langue à l'autre? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Pour certaines personnes, je veux dire le créole et le français. Oui, pour certaines personnes, oui. Alors, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lire et écrire le français. Si on ne sait pas lire et écrire en français, on ne sait pas lire et écrire en créole. Donc ça, il faut le savoir. On nous a souvent posé la question... Pourquoi? Si on ne sait pas lire et écrire... Si on ne sait pas lire en français... On ne peut pas lire le créole, comme on ne peut pas lire l'espagnol, comme on ne peut pas lire l'anglais. Parce qu'on est dans un système bilingue, quoi. Voilà. Parce qu'il y a des pays où on apprend directement à lire le créole, mais quand on est à l'école, on n'apprend pas ça. Voilà, exactement, exactement. En revanche, lors des formations en illettrisme, ça n'empêche pas, si l'apprenant est plus à l'aise avec la langue créole, de discuter, d'échanger avec lui en créole, pour qu'il puisse peut-être mieux comprendre certaines notions, mais de rentrer dans un apprentissage de la langue française. Et c'est un énorme boulot, ça. Et c'est tellement important parce qu'il y a effectivement beaucoup de personnes, moi je vois aussi parmi ma clientèle de gens qui sont confrontés à ça et c'est très douloureux à vivre effectivement. Oui. Et puis d'ailleurs, moi, quand j'étais avocate en droit du travail, et c'est pour ça que je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il ne faut pas les stigmatiser. Non. Il y avait des personnes en situation d'illettrisme chez les salariés, mais aussi chez les chefs d'entreprise. Il ne faut pas, dans toutes les catégories sociales, dans toutes les catégories socio-professionnelles, il n'y a pas d'âge en fait. Mais quand tu dis que donc, les gens, le premier réflexe, c'est d'avoir honte. Oui, et de se cacher. Dans tous les cas. Oui. Tu n'as jamais eu quelqu'un qui soit venu te dire, ou ta mère, donc, qui est formatrice, je suis illettrée, j'ai décidé de passer prochain cap. Mais bon, non, généralement ça vient, c'est vraiment intériorisé. Oui, c'est très rare. Et puis alors, après, on a aussi ce qu'on appelle la bienveillance. Donc parfois, l'apprenant est entouré de bienveillance familiale, sociale, amicale. Parfois, ce n'est pas le cas. Donc, donc il y a aussi le cas d'apprenants qui vont en formation en cachette de leur entourage. Pourquoi? Parce que l'entourage ne sait pas? L'entourage sait, mais ça ne l'arrange pas que l'apprenant fasse ces démarches. Parce qu'il sortira d'une certaine dépendance. Mais apprendre, c'est récupérer du pouvoir. Exactement. Donc forcément, il
forcément, ça veut dire que la personne peut vous échapper, entre guillemets. Et qui c'est qui maintient ça généralement? On va voir les femmes. Écoutez, moi j'ai un exemple d'un couple où c'est le mari qui ne savait pas lire et écrire. Ah oui. Donc la femme gérait tout. Et elle appelait sans arrêt, c'est un formateur qui me l'a raconté, elle appelait sans arrêt pour pouvoir participer aux séances de formation. On lui disait, mais non, en fait, vous ne pouvez pas. Et oui, mais alors je ne comprends pas, mon mari il rentre, il n'arrête pas d'écrire sur son cahier, maintenant il veut faire des choses. Et ça peut même créer des véritables problèmes. Catherine, oui. Parce qu'il va commencer à poser des questions. Ça veut dire que comment on va utiliser l'argent du ménage, qu'est-ce qu'on va choisir pour telle ou telle question qui va se poser. Donc oui, forcément, il y en a un qui va se dire, je n'ai plus le pouvoir. Oui. C'est ça que vous observez très souvent. Ah oui. Alors heureusement, ce n'est pas tous les cas. Il y a aussi beaucoup d'apprenants qui sont portés vers le haut par leur entourage familial, social, amical. Par les enfants aussi. Et puis par les enfants, bien sûr. Est-ce que dans les gens qui viennent, les personnes qui sont en situation d'illettrisme, il y a des gens qui seraient allés au bout du cursus, qui auraient un bac par exemple, et qui seraient illettrés? Ça existe ou pas ça? Non, mais quand même, on a ce qu'on appelle les jeunes en décrochage scolaire. Ils ont parfois 14, 15 ans, 16 ans et ils sont illettrés. Alors, plusieurs choses expliquent cette situation, notamment le fait qu'aujourd'hui, les enfants ne redoublent pas, ne redoublent plus. Alors, les classes sont nombreuses, avec beaucoup d'enfants, et quand on est un petit peu en échec, on est un petit peu mis au fond de la classe. Il faut dire les choses. Et si on n'a pas les cours de rattrapage, mais de toute façon, même si on n'a pas le niveau, on passe. Donc on passe d'année en année. Donc toi, tu es dans une critique de ce système-là? Oui, clairement. S'il vous plaît, faites les enfants redoubler. On peut dire ça? Ou soyez plus attentifs, simplement. Soyez plus attentifs. Oui, mais il faudrait qu'ils soient moins nombreux, parce que c'est ça, ça le problème. S'ils sont 30, alors ce n'est pas le cas tout le temps, mais s'ils sont 30 par classe, tu ne peux pas accompagner tous les enfants. Non. Avec un programme scolaire qui est comme ça. Peut-être que ce n'est pas qu'une question de nombre aussi, qu'il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui, il y a d'autres facteurs, bien sûr. Qui pourraient permettre... notamment la violence en milieu scolaire, parce qu'il y a beaucoup de décrochage, parce qu'il y a des conditions de violence. Et donc, il y a peut-être à préparer aussi le terrain pour que justement le savoir puisse être possible. Et je pense notamment, et on en reparlera à un autre moment, à des formations de médiation scolaire. Moi qui ai eu l'occasion d'aller dans des établissements scolaires formés à la médiation scolaire, le taux de violence diminue et après, les jeunes sont en situation où ils peuvent recevoir, ils peuvent apprendre. Et donc, on limite le décrochage scolaire. Il y a des choses qui empêchent clairement aujourd'hui de pouvoir apprendre sereinement dans un établissement scolaire, qui peuvent être liées à l'établissement lui-même, mais également à un environnement familial et autres. Donc, c'est un travail... moi, je suis admirative de ce que tu fais avec ta mère, parce que c'est vraiment, le savoir, c'est la clé de tout. Oui, exactement. Donc, à partir du moment où quelqu'un, il sait, il a accès à un savoir, après, il peut décider qu'il va faire telle ou telle étude. Faire des études, ça veut dire augmenter sa capacité à améliorer son niveau de vie tous les jours. Enfin, c'est fondamental, c'est la clé. Savoir, éducation. Oui, tout à fait. Voilà, les rappeurs disent le savoir est une arme, maintenant je sais. Voilà, absolument. C'est exactement ça. C'est la réalité. Puis la crise sanitaire n'a rien arrangé, malheureusement. Clairement. Donc, cet ouvrage, on se le procure dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies. Alors, comment je fais? Moi, parce que, par définition, une personne en situation d'illettrisme ne peut pas prendre le bouquin et y arriver toute seule, si? Alors, si. Alors, justement, à cause de la crise sanitaire et du fait qu'il y a eu pas mal de confinements et que les centres de formation est fermés sans arrêt, et en fait, ça interrompait certaines formations, et on a remarqué que les gens avaient du mal ensuite à s'y remettre, il faut dire les choses. Ensuite, il y a aussi des apprenants qui n'ont pas les moyens ou qui ont honte d'aller faire la démarche dans un centre de formation. Donc, on a tenu à faire un ouvrage qui peut être utilisé chez soi. Oui, mais il y a quelqu'un qui est un peu un encadrant, non? Alors, ça dépend du niveau. Alors, c'est pour ça qu'on a insisté sur le fait de revenir au savoir essentiel qu'est l'abécédaire. Mais si la personne, il y a des illettrés qui auront déjà passé le cap de l'abécédaire. D'accord. Donc, tu mises tu tables plutôt sur le fait que les gens sauront reconnaître la pomme cannelle et la quénette ou le ramboutan, que je montre. Pour reconnaître finalement, donc il y aura une approche globale. Et puis c'est quoi? C'est la méthode syllabique, c'est quoi? Oui, on s'est inspiré de la méthode syllabique. Et donc une approche globale finalement du mot. Donc mais ça c'est une pomme cannelle, mais ça doit être pomme cannelle. Et donc il fait des renvois à l'abécédaire un peu plus tôt. Voilà. C'est ça. Exactement. Mais donc génial, après, si son niveau ne lui permet pas, elle peut être aidée par un membre de la famille, un voisin, un ami, voilà. Et puis, si les centres de formation réouvrent de manière définitive et qu'ils peuvent y accéder, ça sera encore mieux.
Ok. En tout cas, on va y revenir peut-être tout à l'heure et je n'ai pas fini de m'intéresser à ton parcours. Mais petit retour donc à notre amie Catherine. On a parlé largement de Paulette Nardal, sauf à dire et insister dessus qu'aujourd'hui, donc tu as créé cette association pour que Paulette Nardal entre au Panthéon. Mais on a appris dernièrement qu'il y avait une autre dame qui rentrerait au Panthéon, qui est une femme noire d'ailleurs, qui est américaine. Mais Joséphine Baker. Qui va rentrer au Panthéon. Est-ce que ça ne crée pas cette synchronicité-là, va pas créer une espèce peut-être de retard dans l'entrée au Panthéon de Paulette Nardal? C'est absolument pas lié en fait, et puis il ne faut pas qu'on pense que ça puisse l'être. Je veux dire, il n'y a pas de concurrence. En fait, la réalité, c'est qu'il n'y a que 5 femmes au Panthéon. Et 76 hommes. Donc, il y a la marge. Donc, il n'y a pas de concurrence à avoir. Une chaque année, ça sera déjà pas mal. Et la réalité aussi, c'est que depuis quelques années, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on parle de Paulette Nardal, c'est qu'il y a un besoin de pouvoir retrouver des racines, de pouvoir s'identifier et de pouvoir faire de la place à la diversité. Et de façon, je dirais, apaisée. Sans être dans la violence de destruction, de contestation en permanence. La concurrence mémorielle. Voilà, se dire, voilà, l'héritage, il est là, et j'aime cet héritage, et je me l'approprie, et je suis totalement apaisée, en sérénité, et en joie avec ça. Et Paulette Nardal, c'est ça, c'est ce qu'elle représente. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y avait de la place pour qu'on en parle. Joséphine Baker, beaucoup de gens la connaissent comme étant l'artiste du music-hall avec sa couronne de banane. Mais elle n'a pas été que ça, c'est une femme qui était résistante, c'est une femme qui a adopté plein d'enfants. Peu de gens savent tout le parcours qui est le sien en résistance. Mais ça aussi, c'était une façon de cantonner beaucoup de femmes dans un rôle totalement secondaire, parce que c'était à l'époque ce qui se faisait. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et aujourd'hui, on comprend très bien qu'on peut restituer la réalité d'un parcours sans pour autant enlever quelque chose. Voilà, c'est cumulatif. Absolument. 1 plus 1 égale 2. Et, voilà, et 2 et plus, parce que ça permet de rayonner. Voilà, c'est ça l'important. Parce qu'on entend dire, en plus, elle est américaine, enfin, etc. Ça n'a aucune espèce d'importance. D'ailleurs, il y a une pétition par une jeune femme que je connais, Jessica Barr, qui est une représentation de Joséphine Baker sur la savane, mais on pourrait avoir Joséphine Baker, Paulette Nardal, Christiane Eda-Pierre, et X et Y, et Lumina Sophie, et Mulâtre et Solitude, et Delgrès, et Glissant, et Césaire, et Senghor, etc. Et il ne faut pas tomber dans ce piège-là, justement, de les opposer. Il n'y a pas de concurrence. Au contraire. Si on le fait, finalement, on ne verra personne. Tout le monde perd. Oui. Donc, au contraire. Ils ont toutes et tous apporté quelque chose. Bien sûr, bien entendu. Il faut reconnaître le mérite. Et puis, il faut qu'on arrête aussi, comme si notre cerveau, il y avait des petites places, alors qu'on peut imaginer le monde. Le monde est illimité, et il nous appartient, en fait. Après, dans la représentation, on peut effectivement se dire, bon, voilà, si on n'a pas d'argent pour faire tout le monde, mais comment on fait pour faire 1 plus 1 plus 1 au fur et à mesure? Je parle des statuts, là, notamment. Oui. Voilà, mais ce serait magnifique d'avoir une espèce de cheminement de statuts, quelque part, pas forcément sur la savane, d'ailleurs, où on aurait ces références. Dans la cité. Parce que ce sont des références, qu'il s'agisse de Paulette Nardal ou qu'il s'agisse de Joséphine Baker, qui ont fait non seulement avancer la cause des femmes, la cause de la liberté, la cause de l'être humain, tout simplement. Mais d'une manière générale, Barbara, je dis que les statues, elles ont leur importance, y compris celles que certains déboulonnent. Je dirais que les faire disparaître, c'est changer l'histoire quelque part. Ces statues représentent des personnes qui ont existé, qui se sont illustrées dans un certain nombre de faits. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Voilà. Alors, elles n'ont plus leur place peut-être dans la cité, si elles sont seules. Avec, je dirais, un vide en termes d'explication. Mais je pense qu'elles ont leur place dans un musée, par exemple, pour expliquer voilà ce qui s'est passé, voilà dans quel contexte ça s'est fait, et que surtout ça ne se reproduise plus jamais. Parce que quand on aura fait disparaître toutes les... Quand on fait disparaître, ça veut dire qu'on gomme l'histoire. Bien sûr, les statuts, notamment des gens qui ont fait des choses pas sympas, je veux dire, les prochaines générations qui ne savent déjà pas qui est Paulette Nardal, etc., ils ne sauront pas qui est le monsieur qui est venu, qui a mis les fers aux pieds des gens qui... Donc il faut que l'on garde des traces, alors après que l'on réfléchisse sur la façon dont on garde ça. La façon de le faire, on est d'accord. On est d'accord. Mais il ne faut pas enlever, parce que enlever, c'est refaire l'histoire. Effacer. Oui. Alors, on va passer à une autre dame de la famille. Dans la famille Nardal, on a vu Paulette. Je demande la nièce. Je demande la nièce, qui est une dame aussi extraordinaire, qui s'appelle Christiane Eda-Pierre. Et peut-être qu'on peut écouter Christiane Eda-Pierre
que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. On peut écouter. Addio, addio, speranza d'anima. Salvo sarai, salvo sarai. Addio, 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 addio. Davide, l'aspetto mio con te, perché Davide, l'aspetto mio con te. Divai, Davide, l'aspetto mio con te. Moi, j'ai la chair de poule, les larmes montent, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors, c'est la musique classique, Oui. mais là encore, notre esprit peut imaginer et accueillir tous les arts, en fait. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Cette femme, Christiane Lapierre, donc qui est effectivement d'une famille quand même éduquée, hein, qui a accès au piano d'abord. Mais tu vas nous raconter, parce que tu as écrit, alors pour le coup, tu n'as pas écrit de livre sur Paulette Nardal. Je suis en train de l'écrire Ah, sur Paulette Nardal. Mais tu as écrit un J'ai écrit ouvrage sur Christiane Lapierre. Alors dis-nous d'ailleurs, cet extrait avec Pavarotti, qui est un homme, dont tu as d'ailleurs quelques anecdotes à raconter sur lui, Oui. un grand homme, un grand par ailleurs, chanteur lyrique. Et donc Christiane Lapierre, c'est une femme qui a fait vraiment beaucoup pour la cause de la musique en général, qui a fait carrière dans l'art lyrique et qui est née. Donc c'est une dame qui est née donc, le 24 mars 1932 et qui est décédée l'année dernière, Oui. le 6 septembre. Alors, elle part, en fait, elle est en Martinique jusqu'à l'âge de 17 ans et elle part à Paris. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette famille, il n'y avait que des femmes, que des filles. Et le père, qui est le patriarche, Paul Nardal, leur avait dit je n'ai pas de fortune, je n'ai qu'une maison, donc il va falloir travailler, faire des études. Et c'était absolument novateur pour l'époque de dire ça. Et en plus de leur dire, mais je vous envoie faire des études en France s'il le faut et à Paris. Donc Paulette Nardal, la première, est partie et ensuite la génération d'après, dont fait partie Christiane, puisque Christiane est la nièce de Paulette, la fille de sa sœur Alice et Lapierre. Donc Christiane part faire des études, à 17 ans et demi, elle quitte la Martinique et elle se destine à une carrière de pianiste. Elle veut être professeure de piano et donc faire quelques années d'études là-bas et revenir ensuite ouvrir son école de piano. Et pendant qu'elle fait ses études, on se rend compte qu'elle a une voix juste exceptionnelle. Voilà, on l'a entendu. Donc, oui. donc elle a fait carrière, elle a commencé, elle a été avec les plus grands, elle a eu de très grands professeurs et elle a commencé quand même à enseigner l'art lyrique aussi. Alors, pendant 20 ans, elle a une carrière donc, de soprano, soit en ayant des rôles comme celui-là par exemple, où elle est dans Rigoletto avec Pavarotti. Là, elle est à New York, sur la scène du Metropolitan Opera. Parallèlement, dans ce séjour, ils vont faire aussi une apparition sur Central Park. Central Park, on va monter une scène. Elle va chanter devant 300 000 personnes. Wow. Et là, on va la découvrir et les gens vont lui faire des propositions extraordinaires pour chanter un peu partout dans le monde. Et Christiane est maman d'un petit garçon à ce moment-là, Dominique, et elle n'envisage pas de faire une carrière sans son fils. Et donc, elle choisit de rester à Paris, en France, pour pouvoir continuer sa carrière. Et elle dit effectivement que c'est ce qui va faire qu'elle aurait pu, à un moment donné, avoir une carrière qui serait à la hauteur de la Calas, mais qu'elle a choisi, elle, sa famille. Et elle n'a jamais eu de regret parce qu'elle dit, moi j'étais avec mon fils et mes petits-enfants, la Calas, elle a fini sa vie toute seule. Alors le grand drame de Christiane, c'est que son fils est mort avant elle, Dominique. Dominique est mort 1 an avant elle. Et je crois que Christiane vraiment a eu un gros chagrin de ce décès de son enfant unique. Et effectivement, elle est morte l'année dernière. Mais c'était une femme qui, avant ça, était en pleine santé, en pleine forme et avec une vie exceptionnelle. Et alors, elle aurait pu passer à côté finalement de ce destin parce qu'elle voulait être pianiste et elle se disait l'art lyrique, c'est pas fait pour moi parce qu'elle était noire aussi. Parce qu'il n'y avait pas de noir. Il y avait cette espèce de plafond de verre qu'elle avait intégré aussi. Et comment ça s'est fait finalement? Comment Par des professeurs d'exception qui étaient eux-mêmes barytons
ou en tout cas à l'opéra, parce qu'à l'époque c'était comme ça que ça se passait, on était baryton, on était soprano et on enseignait au conservatoire. Donc elle a eu des professeurs absolument exceptionnels, Charles Panzera par exemple, qui lui ont dit non, il faut absolument qu'elle fasse carrière. Et effectivement, elle a fait carrière. Il n'y avait pas de personnalité noire française en tout cas, il y avait eu des noirs américains comme Marian Anderson, Roland Hayes qui étaient venus parce que c'était très difficile de chanter aux États-Unis puisque c'était une Amérique raciste à l'époque. Donc les chanteurs noirs étaient obligés de s'expatrier à l'étranger pour chanter, et notamment en Europe. Donc elle était en quelque sorte la première noire originaire de France à pouvoir avoir cette carrière. Alors elle a le sous-titre. Alors le sous-titre de ton ouvrage, c'est Une vie d'excellence. Une vie d'excellence. Elle a toujours visé l'excellence. Toujours. Alors ça, c'est la marque de fabrique Nardal. Et c'est pour ça que c'est important quand tu portes toi-même dans ce que tu fais aujourd'hui la notion de savoir, d'apprentissage, d'éducation. C'était vraiment la valeur phare de cette famille, c'était apprendre. L'éducation. Et l'éducation, c'était pas simplement l'éducation livresque, c'était l'éducation dans la façon d'être, dans l'humanisme que l'on pouvait avoir, dans le fait que, comme vous en savez plus que les autres, vous ne pouvez pas mépriser les autres. Au contraire, vous avez un devoir de plus. C'était ça, ces valeurs-là qui étaient importantes. Mais alors j'ai envie de vous dire, parce que là on écoute Christiane Dapierre qui chante donc comment dire, de la musique lyrique. On a l'impression, est-ce que c'est pas des valeurs un peu bourgeoises? Est-ce que ces valeurs d'éducation, je me fais l'avocat du diable, ce sont finalement, on est peut-être dans un moment de l'époque où ce qui est valorisé, ça n'est pas ça. Ça n'est pas l'excellence. J'ai envie de dire, quand on regarde, et je le prends pour moi, à la télé, on va zapper sur des trucs, les réseaux sociaux, c'est là, j'ai envie de dire, c'est le culte du vulgaire, des fois, soyons clairs, hein, quand vous regardez les influenceurs, par exemple, ce qui marche auprès des jeunes. Comment faire passer cette idée que finalement, on peut être éduqué et que c'est une notion et c'est une valeur qui est une valeur contemporaine, actuelle et nécessaire. Tu comprends un peu ce que Moi, je crois que c'est possible parce qu'il faut à ce moment-là avoir un langage Et c'est pas bourgeois. Mais il faut avoir un langage de vérité, en fait. Moi, je pense que ceux qui disent que c'est bourgeois, ce sont ceux qui, un peu à l'image de ce que tu disais sur le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas envie que d'autres apprennent, qui veulent conserver une majorité ou une minorité, en tout cas, dans une espèce d'ignorance. Parce que à partir de là, encore une fois, on a le savoir, on pose des questions, on réfléchit. C'est pas du tout bourgeois d'apprendre, c'est la liberté. Donc, à partir du moment où on est libre, on peut faire ce que l'on veut. Le monde est ouvert, il n'y a pas de limite. Et cette culture-là, c'est une culture qui peut être aussi populaire, c'est ça qu'il faut dire. Elle doit être populaire parce que, en fait, c'est ça l'avenir. C'est de pouvoir dire qu'aujourd'hui, je fais des études au lycée Schellcher en Martinique et demain, je suis ingénieure à Dubaï. Demain, je travaille à la Silicon Valley. C'est ça l'idée, en fait. Mais ça passe par le savoir et le travail. Et c'est ce que disait Christiane Dapierre. Elle disait, c'est vrai que j'ai un don. Et beaucoup de gens le disaient, mais elle disait que c'était pas suffisant, que c'était le travail. Et elle dit le talent ne suffit pas et se reposer là-dessus, c'est une erreur. C'est le travail et c'est du boulot. Nous, quand on décide de travailler, certes, mais en même temps, parallèlement, d'écrire ou de faire des conférences, etc., ça veut dire qu'à un moment donné, quand tout le monde ira dormir, dormir, passer une journée à la plage, moi, je serai en train de bosser pour rédiger mon manuscrit, en fait. Voilà, alors là, tu seras en train de bosser pour rédiger ton manuscrit, mais alors on va te dire, ouais, mais tu fais ça, c'est narcissique, tu veux qu'on parle de toi, tu passes à la télé, c'est pas seulement ça. C'est une gratification, certes, mais faire découvrir des gens aussi extraordinaires ou faire développer une méthode progressive, et c'est une notion importante. Moi, je suis un peu à l'ancienne, tu vois, sur les valeurs et tout vieux jeu. Non, mais c'est actuel toujours, c'est actuel. Et moi, quand je vois le regard, quand je vais dans des écoles et que je parle de la famille Nardal, que je parle de Paulette Nardal, et que je vois le regard des enfants qui s'illuminent, c'est extraordinaire. Ou quand je donne une conférence et que les gens me disent « mais vraiment, j'ai appris des choses », mais pour moi, c'est un bonheur absolu, en fait. Mais bien sûr. Alors, on va dire, parce qu'on ne va pas faire tout, parce qu'elle a joué avec les plus grands, et avant que tu nous parles de Pavarotti quand même, parce que tu avais la petite anecdote, rappelez, donc, piano, puis chant, on l'a dit, donc en 57, elle sort du conservatoire avec le premier prix de chant, le premier prix d'opéra, le premier prix d'opéra comique. Elle a touché aussi à plein de choses, et elle disait, je suis tombée sur une interview qu'elle donnait d'un forum opéra, il me semble,
Oui, donc après, j'ai eu mon prix en juillet 57 et j'ai débuté en mars 58 à Nice, dans les pêcheurs de perles. Et elle disait qu'elle aurait voulu aussi, interpréter des rôles plus contemporains, mais bon, il s'est trouvé que ça s'est pas fait. Mais vraiment, est-ce qu'elle avait, alors moi je ne suis pas spécialiste de l'art lyrique, mais elle avait cette voix, elle avait une voix très, très belle, bien entendu, elle était soprano, mais est-ce qu'elle avait une tessiture qui permettait aussi d'aborder des répertoires très variés? C'est ça aussi. Oui, elle était une soprano coloratour, et puis certains spécialistes disent que, mais vraiment des spécialistes pointus, que sa voix était reconnaissable entre plein d'autres voix. Ce qui était important aussi, ce qu'elle disait, c'est que la tessiture peut changer en fonction d'un certain nombre de facteurs, de l'âge, de l'évolution, et que c'était important de pouvoir être à l'écoute de ça. C'est quelqu'un qui se préparait beaucoup physiquement avant ses rôles, avec un préparateur, avec un kiné, qui avait également un phoniatre, quelqu'un qui lui préparait la voix. Donc c'était une femme qui, elle n'arrivait pas sur scène juste comme ça, en fait. Elle arrivait avec sa préparation derrière. Sans compter que certains rôles, je ne sais plus lequel, on lui avait mis des ailes ou je ne sais quoi, et c'était très très lourd, elle devait se faire masser, parce qu'elle est chanteuse, mais elle est aussi comédienne, elle apprend aussi à jouer des rôles. Le rôle de l'ange qu'elle avait, et elle avait 20 kilos de plumes sur les épaules et chaque soir, et elle avait une infirmière qui devait l'aider à l'enlever et qui la massait après chaque soirée, parce que c'était extrêmement lourd. De même qu'elle a eu un rôle aussi où elle avait plusieurs couches de costumes et qu'elle devait au fur et à mesure de l'avancée du rôle les retirer. Donc elle était 1h30 sur scène toute seule et avec plusieurs couches et qu'elle enlevait au fur et à mesure. Donc oui, il y avait un côté physique très très important dans ces donc rôles. on retient de ces femmes effectivement donc les questions d'excellence certes, mais d'éducation, de travail, d'effort, et d'être focus sur de détermination. Et puis il y a aussi une autre chose, tu parlais du fait que les gens pourraient dire oui mais en fait tu as envie qu'on parle de toi, etc. Non, elles avaient compris aussi qu'elles avaient aussi un rôle à jouer dans la société. Voilà, elles étaient totalement à l'aise avec ça, mais en plus une mission particulière, c'est-à-dire qu'elles avaient pu franchir un certain nombre d'obstacles, arriver à une certaine place, et donc en quelque sorte il fallait qu'elles soient à la hauteur aussi de là où elles étaient arrivées. C'est exigeant, quoi. C'est-à-dire que quand tu arrives à un certain niveau, c'est exigeant. Tu es obligé. Oui, il faut être bon. Et elle a dit, je me souviens, parce qu'on a beaucoup échangé, on a beaucoup échangé pendant 3 ans pour préparer le livre. Elle n'est pas de ta famille, je t'ai posé la question. Non, elle n'est pas de ma famille, non du tout. Et elle a expliqué, j'ai voulu arrêter au moment où j'étais encore en pleine possession de tous mes moyens, parce qu'il n'y a rien de plus triste que de voir quelqu'un qui décline sur scène, quoi. Voilà. Mais alors, juste, je ne t'ai pas posé la question, ou peut-être, je ne sais plus. Tu l'as découverte comment? Christiane Lapierre. Je lui ai posé la question. Non. Ouais. En fait, j'aime beaucoup l'art lyrique. Et en fait, petite fille, le premier concert d'art lyrique auquel j'assiste, à l'époque c'était le CMAC, qui était à côté de l'église, de Bellevue. C'est Christiane Lapierre. Moi, j'allais voir du jazz plutôt que de l'art lyrique. Voilà, c'est mon premier choc lyrique. Voilà. Et après, je me souviens, donc il y a 4-5 ans, quand j'ai voulu écrire, je voulais écrire sur une femme noire emblématique. D'accord. Et elle était encore en vie, donc c'était vraiment... Elle a accueilli ta démarche. Avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et d'humilité, parce que ce n'était pas du tout une diva qui se prenait la tête, etc. C'était une femme vraiment très accessible. Ouais. Et juste en 2 mots sur ça, parce qu'on arrive presque à la fin et j'ai encore d'autres choses à vous demander. Qui c'est qui prend la relève de Christiane Lapierre? Il y a la spécialiste. Il y a plusieurs... On va s'y mettre, hein. Oui, on va essayer. Après l'émission, on va essayer. Oui, il y a plusieurs artistes lyriques d'origine ultramarine. Il y a avec les voix des Outre-mer notamment. Voilà, il y a des filles comme Magali Léger, Marie-Claude Botilhus, Doguet aussi. Aurore Hugolin. Voilà, il y a eu qui a gagné le prix des voix d'Outre-mer, effectivement. Qui c'est? Louis-Joseph Doguet. Louis-Joseph Doguet, voilà. Donc oui, il y a des femmes qui sont... Voilà, il y a des hommes aussi. Je pense à Edwin Fardini. Voilà, donc je pense que... Il y a une relève qui est là. Oui. Il y a une réalité aussi, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de diversité sur les scènes lyriques françaises, mais tout comme les scènes de danse, les scènes de cinéma, de comédie, etc. Et il y a un vrai travail aujourd'hui de certaines associations pour forcer justement les décideurs. Mais là, on nous propose, il y a le projet d'un conservatoire, peut-être que... Tu as l'espoir que ça ouvre un peu les portes ou pas? En attendant que ce conservatoire voit le jour, parce qu'à l'époque de Christiane Lapierre, on avait déjà posé une première pierre, donc il n'y est pas là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut pouvoir mettre plus de diversité dans les scènes françaises.
Je veux dire, aux États-Unis, on trouve absolument normal d'avoir des Noirs américains. Bon, en France, c'est quand vous ouvrez déjà la télé. C'est compliqué. Je sens déjà le prochain combat de Catherine Marcelli. Oui. Mais tu nous dis, on vient avec toi, c'est l'association pour plus de diversité sur les chaînes. Ah, mais d'accord. Oui. Bon, Oui. ok, le rendez-vous est pris. Mais comme tu parlais des hommes quand même qui assureraient la relève pour l'art lyrique, la transition est toute trouvée pour mon avant-dernière question. Quel est l'homme qui t'a le plus influencé? Je dirais que c'est mon grand-père. Pourquoi? C'était qui? C'est le père de ma mère qui n'est plus là, mais qui m'a, justement, quand tu parles d'éducation, qui m'a inculqué les valeurs, vraiment, qui m'ont porté à faire ce métier, mais surtout des valeurs de bienveillance envers l'autre, et toujours. Et que j'ai tenu à appliquer autant dans mon métier d'avocat que dans la cause que je défends aujourd'hui, que dans ma vie personnelle, familiale et autres. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone Bien sûr. qu'on pourrait composer? Alors bien sûr, je rappelle qu'il y a, c'est pas encore le mot de la fin, mais je rappelle donc le livre dans les librairies, donc cette méthode Apprendre pour s'envoler, méthode progressive de lecture et d'écriture pour adultes en situation d'illettrisme notamment. Donc c'est vraiment un beau retour sur notre environnement, sur notre flore, notre faune, dans un but extraordinaire qui est de s'émanciper. Oui. L'émancipation individuelle, donc passe par la lecture et par l'éducation. On a beaucoup parlé d'éducation. Donc toi, c'est ton grand-père qui t'a comment dire, transmis ces valeurs. Oui, toujours de bienveillance, toujours de. Et je pense que voilà, cette grande cause que je défends avec ma mère, ça n'est certainement pas innocent. Et toi, Moi, j'étais entourée de femmes. Et il y a un homme, effectivement, qui m'a marquée. Je dirais qu'il n'a pas été dans la partie transmission, encore que si, c'est d'une certaine façon, c'est mon parrain, Charles-Henri Michaud. Ah oui, qui est avocat. Qui est avocat, voilà. Et donc, c'était une figure masculine de mon enfance, de mon adolescence. Et on n'a pas toujours été d'accord, mais c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de joie, avec qui je pouvais échanger beaucoup, et pour lequel j'avoue que j'ai appris un certain nombre de choses, notamment sur le métier et sur la réalité humaine autour du métier. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, oui, d'une certaine façon. Ok. Alors, est-ce que Mehdi pourra nous remettre l'extrait là l'extrait. Alors on n'a même pas parlé de Pavarotti d'ailleurs. Pavarotti, tu disais que Pavarotti maintenait. Alors je disais que Pavarotti, c'était pas forcément un homme très très gentil, et il avait la réputation d'être assez odieux avec ses partenaires, et notamment quand il chantait avec elles, de les empêcher de se mouvoir, et donc soit de les maintenir fermement assises, soit comme là, non seulement il la tient très serrée, mais il s'arrange pour chanter dans son oreille à un moment donné. Donc ça a été terrible. Elle m'a expliqué. Ah ben oui, c'est horrible là, parce elle, à ce moment-là, elle s'entend pas quoi. Elle ne s'entendait plus chanter. Voilà. Donc c'était un homme qui était pas forcément très gentil. Très sympa. Là, on va passer au mot de la femme avec le jingle. Je suppose que c'est un peu compliqué pour Mehdi de me mettre aussi la vidéo. Donc le mot de la femme. Donc on va écouter Christiane Dapier avec Pavarotti, là, avec un méchant monsieur qui la tient fermement. Mais en tout cas, c'est magnifique ce duo. Oui, voilà. oui, vraiment. Addio, addio, speranza d'anima. Salva sarai, salva sarai. Addio, 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 addio. L'aspetto mio con te, perché immutabile l'aspetto mio con te, immutabile l'aspetto mio con te. Addio, addio, addio. Il a fait un as, ce type. Le type est dans l'oreille de Christiane Dapier à lui chanter à tue-tête. C'est ça, exactement. C'est horrible. Le mot de la femme, Isabelle. Le dernier mot, ce que tu voudrais rajouter. Alors, ce que je voudrais rajouter déjà, c'est notre numéro de téléphone, parce qu'on reste vraiment à la disposition de toute personne. Hein. C'est le 06 96 39 07 06. 06 96 39 07 06. Tout à fait. Voilà, Apprendre pour s'envoler, méthode progressive de lecture et d'écriture pour adultes de Nicole Anne Parfaite, qui est la maman d'Isabelle Fasselina Chaumet, qui est avec nous aujourd'hui. Le mot de la femme, Catherine? Tout est possible, tous les champs sont ouverts, et donc surtout ne pas se fixer de limites.
dans ce que l'on veut faire et dans ce que l'on veut atteindre. The sky is the limit. Le ciel est la limite. Seul le ciel est la limite. Et il paraît que l'univers n'a encore. pas de... Et encore. Il paraît C'est ce que j'allais dire. il paraît que l'univers n'a ni commencement ni fin, Non. donc waouh. Non, Voilà. Tout est ouvert. Exactement. En tout cas, mesdames, merci. Je voulais dédier cette émission à Marilyn Lesdema, dont on a appris le décès ce matin, le jour où on enregistre l'émission. Donc voilà, on dédie cette émission à cette femme, qui était une femme de combat, une femme politique, une femme qui s'est engagée sur plein de fronts. Donc on pense à sa famille, à ses amis, à ses parents, et puis à ses camarades politiques. Donc bon vent à Marilyn Lesdema. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, mesdames, Merci. Isabelle et Catherine. On a passé Merci à un toutes les super deux. moment. Oui. Voilà, la semaine prochaine, dans une prochaine émission, vous connaissez le principe, on aura toujours 2 femmes sur le plateau. Et en tout cas, restez sur Zitata, restez avec nous et je vous retrouve très bientôt. Merci. 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 Femme. Femme, 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 femme. Femme, femme, femme. Femme, 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 femme. Femme, femme,